« Eh bien, tu étais content de ta matinée, me dit mon père, tandis qu'on passait à table, pour me faire briller en pensant que mon enthousiasme me ferait bien juger par M. de Norpois. Il est allé entendre la Berma tantôt. Vous vous rappelez que nous en avions parlé ensemble, dit-il en se tournant vers le diplomate. Oh, vous avez dû être enchanté, surtout si c'était la première fois que vous l'entendiez. Monsieur votre père s'alarmait du contre-coup que cette petite escapade pouvait avoir sur votre état de santé, car vous êtes un peu délicat, un peu frêle, je crois. Mais je l'ai rassuré. Les théâtres ne sont plus aujourd'hui ce qu'ils étaient il y a seulement 20 ans. Vous avez des sièges à peu près confortables, une atmosphère renouvelée, quoique nous ayons fort à faire encore pour rejoindre l'Allemagne et l'Angleterre, qui à cet égard, comme à bien d'autres, ont une formidable avance sur nous. Je n'ai pas vu Madame Berma dans Phèdre, mais j'ai entendu dire qu'elle y était admirable, et vous avez été ravi, naturellement. Monsieur de Norpois, 1000 fois plus intelligent que moi, devait détenir cette vérité que je n'avais pas su extraire du jeu de la Berma. Il allait me la découvrir. En répondant à sa question, j'allais le prier de me dire en quoi cette vérité consistait, et il justifierait ainsi ce désir que j'avais eu de voir l'actrice. Je n'avais qu'un moment, il fallait en profiter et faire porter mon interrogatoire sur les points essentiels. Mais quels étaient-ils? Fixant mon attention tout entière sur mes impressions si confuses, et ne songeant nullement à me faire admirer de M. de Norpois, mais à obtenir de lui la vérité souhaitée, je ne cherchais pas à remplacer les mots qui me manquaient par des expressions toutes faites, je balbutiais, et finalement, pour tâcher de le provoquer et lui faire déclarer ce que la Berma avait d'admirable, je lui avouai que j'avais été déçu. « Mais comment » s'écria mon père, ennuyé de l'impression fâcheuse que l'aveu de mon incompréhension pouvait produire sur M. de Norpois. « Comment peux-tu dire que tu n'as pas eu de plaisir? Ta grand-mère nous a raconté que tu ne perdais pas un mot de ce que la Berma disait, que tu avais les yeux hors de la tête, qu'il n'y avait que toi dans la salle comme cela. » Mais oui, j'écoutais de mon mieux pour savoir ce qu'elle avait de si remarquable. Sans doute, elle est très bien. Si elle est très bien, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Une des choses qui contribuent certainement au succès de Madame Berma, dit M. de Norpois en se tournant avec application vers ma mère, pour ne pas la laisser en dehors de la conversation, et afin de remplir consciencieusement son devoir de politesse envers une maîtresse de maison, c'est le goût parfait qu'elle apporte dans le choix de ses rôles, et qui lui vaut toujours un franc succès et de bonne aloi. Elle joue rarement des médiocrités. Voyez, elle s'est attaquée au rôle de Phèdre. D'ailleurs, ce goût, elle l'apporte dans ses toilettes, dans son jeu. Et puis cette voix admirable qui la sert si bien et dont elle joue à ravir, je serais presque tenté de dire en musicienne. Mon intérêt pour le jeu de la Berma n'avait cessé de grandir depuis que la représentation était finie, parce qu'il ne subissait plus la compression et les limites de la réalité. Mais j'éprouvais le besoin de lui trouver des explications. De plus, il s'était porté avec une intensité égale pendant que la Berma jouait sur tout ce qu'elle offrait dans l'indivisibilité de la vie, à mes yeux, à mes oreilles. Il n'avait rien séparé et distingué. Aussi fut-il heureux de se découvrir une cause raisonnable dans ses éloges donnés à la simplicité, au bon goût de l'artiste. Il les attirait à lui par son pouvoir d'absorption, s'emparait d'eux comme l'optimisme d'un homme ivre des actions de son voisin dans lesquelles il trouve une raison d'attendrissement. « C'est vrai, disais-je, quelle belle voix, quelle absence de cris, quel costume simple, quelle intelligence d'avoir été choisir Phèdre. Non, je n'ai pas été déçu. » Quand M. de Norpois fut parti, mon père jeta un coup d'œil sur le journal du soir. Je songeais de nouveau à la Berma. Le plaisir que j'avais eu à l'entendre exigeait d'autant plus d'être complété qu'il était loin d'égaler celui que je m'étais promis. Aussi s'assimilait-il immédiatement tout ce qui était susceptible de le nourrir, par exemple ces mérites que M. de Norpois avait reconnus à la Berma et que mon esprit avait bu d'un seul trait comme un pré trop sec sur qui on verse de l'eau. Or, mon père me passa le journal en me désignant un entrefilet conçu en ces termes. La représentation de Phèdre qui a été donnée devant une salle enthousiaste où on remarquait les principales notabilités du monde des arts et de la critique a été pour Madame Berma, qui jouait le rôle de Phèdre, l'occasion d'un triomphe comme elle en a rarement connu de plus éclatant au cours de sa prestigieuse carrière.
Nous reviendrons plus longuement sur cette représentation qui constitue un véritable événement théâtral. Disons seulement que les juges les plus autorisés s'accordaient à déclarer qu'une telle interprétation renouvelait entièrement le rôle de Phèdre, qui est un des plus beaux et des plus fouillés de Racine, et constituait la plus pure et la plus haute manifestation d'art à laquelle de notre temps il ait été donné d'assister. Dès que mon esprit eut conçu cette idée nouvelle de la plus pure et haute manifestation d'art, celle-ci se rapprocha du plaisir imparfait que j'avais éprouvé au théâtre, lui ajouta un peu de ce qui lui manquait, et leur réunion forma quelque chose de si exaltant que je m'écriai « Quel grand artiste !» Sans doute on peut trouver que je n'étais pas absolument sincère, mais qu'on songe plutôt à tant d'écrivains qui, mécontents du morceau qu'ils viennent d'écrire, s'ils lisent un éloge du génie de Chateaubriand ou évoquant tel grand artiste dont ils ont souhaité d'être l'égal, fredonnant par exemple en eux-mêmes telle phrase de Beethoven de laquelle ils comparent la tristesse à celle qu'ils ont voulu mettre dans leur prose, se remplissent tellement de cette idée de génie qu'ils l'ajoutent à leur propre production en repensant à elle, ne les voient plus telles qu'elles leur étaient apparues d'abord, et risquant un acte de foi dans la valeur de leur œuvre se disent, après tout, sans se rendre compte que dans le total qui détermine leur satisfaction finale, ils font entrer le souvenir de merveilleuses pages de Chateaubriand qu'ils assimilent aux leurs, mais enfin qui n'ont point écrites. Qu'on se rappelle tant d'hommes qui croient en l'amour d'une maîtresse de qui ne connaissent que des trahisons, tous ceux aussi qui espèrent alternativement soit une survie incompréhensible dès qu'ils pensent, mari inconsolable à une femme qu'ils ont perdue et qu'ils aiment encore, artistes à la gloire future de laquelle ils pourront jouir, soit un néant rassurant quand leur intelligence se reporte au contraire aux fautes que sans lui ils auraient à expier après leur mort. Qu'on pense encore aux touristes qui exaltent la beauté d'ensemble d'un voyage dont jour par jour ils n'ont éprouvé que de l'ennui, et qu'on dise si dans la vie en commun que mènent les idées au sein de notre esprit, il est une seule de celles qui nous rendent le plus heureux, qui n'ait été d'abord en véritable parasite, demander à une idée étrangère et voisine le meilleur de la force qui lui manquait. Ma mère ne parut pas très satisfaite que mon père ne songeât plus pour moi à la carrière. Je crois que soucieuse avant tout qu'une règle d'existence disciplinât les caprices de mes nerfs, ce qu'elle regrettait, c'était moins de me voir renoncer à la diplomatie que m'adonner à la littérature. « Mais laisse donc, s'écria mon père. Il faut avant tout prendre du plaisir à ce qu'on fait. Or, il n'est plus un enfant. Il sait bien maintenant ce qu'il aime. Il est peu probable qu'il change et il est capable de se rendre compte de ce qui le rendra heureux dans l'existence. » En attendant que, grâce à la liberté qu'elle m'octroyait, je fusse ou non heureux dans l'existence, les paroles de mon père me firent ce soir-là bien de la peine. De tout temps, ces gentillesses imprévues m'avaient, quand elles se produisaient, donné une telle envie d'embrasser au-dessus de sa barbe ses joues colorées, que si je n'y cédais pas, c'était seulement par peur de lui déplaire. Aujourd'hui, comme un auteur s'effraie de voir ses propres rêveries qui lui paraissent sans grande valeur parce qu'il ne les sépare pas de lui-même, obliger un éditeur à choisir un papier, à employer des caractères peut-être trop beaux pour elle, je me demandais si mon désir d'écrire était quelque chose d'assez important pour que mon père dépensât à cause de cela tant de bonté. Mais surtout, en parlant de mes goûts qui ne changeraient plus, de ce qui était destiné à rendre mon existence heureuse, il insinuait en moi deux terribles soupçons. Le premier, c'était que, alors que chaque jour je me considérais comme sur le seuil de ma vie encore intacte et qui ne débuterait que le lendemain matin, mon existence était déjà commencée, bien plus que ce qui allait en suivre ne serait pas très différent de ce qui avait précédé. Le second soupçon, qui n'était à vrai dire qu'une autre forme du premier, c'est que je n'étais pas situé en dehors du temps, mais soumis à ses lois, tout comme ces personnages de romans qui, à cause de cela, me jetaient dans une telle tristesse quand je lisais leur vie à Combray, au fond de ma guérite d'osier. Théoriquement, on sait que la terre tourne, mais en fait on ne s'en aperçoit pas. Le sol sur lequel on marche semble ne pas bouger, et on vit tranquille. Il en est ainsi du temps dans la vie, et pour rendre sa fuite sensible,
Les romanciers sont obligés, en accélérant follement les battements de l'aiguille, de faire franchir au lecteur 10, 20, 30 ans en 2 minutes. Au haut d'une page, on a quitté un amant plein d'espoir. Au bas de la suivante, on le retrouve octogénaire, accomplissant péniblement dans le préau d'un hospice sa promenade quotidienne, répondant à peine aux paroles qu'on lui adresse, ayant oublié le passé. En disant de moi, ce n'est plus un enfant, ses goûts ne changeront plus, etc. Mon père venait tout d'un coup de me faire apparaître à moi-même dans le temps, et me causait le même genre de tristesse que si j'avais été, non pas encore l'hospitalisé ramolli, mais ces héros dont l'auteur, sur un ton indifférent qui est particulièrement cruel, nous dit à la fin d'un livre « Il quitte de moins en moins la campagne, il a fini par s'y fixer définitivement, etc. »